c'est vraiment parti. Les filles, on dirait pour le temps qu'on en parle de ce balado sur le hockey féminin, changement de ligne, là, je trouve que la thématique, la chanson du départ met le ton ou donne le ton à ce qu'on va. On s'analysait, ceux qui voient la version vidéo, on critiquait, on s'analysait, mais en fait, c'est pour le shooting et il y a nous dans la vie de tous les jours. C'est pas la même affaire. Ce jour de tempête de neige où on a tous marché dehors avec un peu de neige d'en face. C'est ça. Ou pris 3 heures pour se rendre au studio. Écoutez, on a un nom officiel, changement de ligne, OK? Oui. Puis là, nous, ça nous amuse beaucoup parce que ça a été compliqué de trouver un nom de balado. Ophélia a été sur le cas pendant des semaines. On est contente d'avoir un nom. On est parce un peu que tannés, là, on vous a demandé votre aide, d'ailleurs. Oui. Parce que là, les gens au travail commençaient à nous proposer des noms. Et je vais comme... Il n'y en a aucun que je peux répéter ici, là, comme ça. Oui, ça a été comme une partie de plaisir. Parce que là, bon, sport féminin, hockey féminin, est-ce qu'on voulait féminiser le nom de notre balado? Je pense qu'on est rendu ailleurs. On était rendu à demander des fois à ChatGPT, mais je vous dis pas très créatif, l'intelligence artificielle. Il faut comprendre aussi ici que il y a un contentieux. S'il existe à quelque part un compte, une émission, un magazine avec potentiellement le même nom, ça ne fonctionne pas. Et comme on dit, on veut parler de hockey féminin, mais on voulait pas dire féminin. Pas qu'il y ait le mot féminin. Parce que, par principe, à un moment donné, on est ailleurs. C'est ça, on est rendu ailleurs. Mais j'aimerais quand même en souligner. Oui, vas-y, Ophélia. Est-ce que ça qu'on dit? nous a envoyé? On est quand même à Radio-Canada. Non, c'est ça. Ceux-là, j'ai choisi des noms qu'on pouvait répéter. Là, il y a Christine Dufour qui nous a proposé Fantastique. Quand même un bon jeu de mots, mais comme on a dit, on voulait pas nécessairement avoir femme ou féminin dedans. Ouais. C'est quand il faut que tu expliques le jeu de mots à chaque fois que tu présentes l'émission. Oui. Mais c'est comme pas super. Mais sinon, mon préféré, Gretchen nous a proposé Pocoti Pocota. Comme placotti placota. Moi, je trouve ça excellent. Comme une poc. Avec un visuellement, oui, moi non plus. Bon, il y a juste moi qui trouvais drôle. Pas de problème. Et finalement, il y a Vladimir Basile qui nous a proposé Les Glorieuses. Puis ça, il faut dire que... on l'avait en tête. Ça a été... Ça a été comme un de nos choix préférés pendant longtemps. Mais finalement, Steph, tu nous es arrivé avec Changement de ligne. Bien, la journée du shooting photo, d'ailleurs, a été un gros brainstorm là, pour le groupe. On a dû en sortir, je sais pas, là, au moins une trentaine. Puis finalement, ben oui, le changement de ligne, c'est quelque chose qu'on... Il y a comme plusieurs niveaux à ce nom-là. C'est exactement. C'est très bien... C'est ça, c'est très bien francisé, évidemment. Puis, tu sais, on change les lignes comme 80 fois dans une game de hockey quand on coach. Donc, c'est quelque chose, c'est ça qu'on fait régulièrement. Puis en même temps, ben, tu sais, on avance, on parlait de changement. On les quatre ici, là, déjà, c'en est un changement de ce qu'on voit naturellement. Donc, puis finalement, ben c'est ça, on n'a pas... Personne ne l'avait. Les avocats ont dit oui. Donc, oui, c'est un processus parce qu'il y en existe pas mal des balados de tout genre. Alors, comment on se différencie? Comment on trouve un nom accrocheur? Mais finalement, on l'a. Il est beau. Notre logo est très beau. Ouais. On est bravo très à toute l'équipe. Bravo à toute l'équipe. Ouais. Puis... c'est vraiment une opportunité pour nous, je pense, de parler de ce qui se passe en ce moment, en hockey féminin, etc. Puis je pense qu'on le fait en gang, on est 4 là, quand même. Mais il y avait une demande, hein, juste dire. On a fait un peu sur le coin de la table avec Jacques-Alexis, le réalisateur, l'année dernière. Steph est venu des fois comme tellement hockey version LPHF en séries éliminatoires. Puis a fait tester sur les réseaux sociaux. Les gens disaient, OK, il va en avoir un chaque semaine? Est-ce que ça va être récurrent? Oui, les gens nous posaient beaucoup la question, puis nous, on pouvait comme pas se commettre parce qu'on savait pas. On testait un peu. Mais on a vu que vraiment, tu sais, les fans de hockey féminin, les fans de la LPHF, de la Victoire, c'est des fans très, très intenses, très impliqués. Tu sais, moi, je vous ai souvent... Proche de l'équipe. Proche de l'équipe. Puis moi, je vous ai souvent dit, tu sais, j'ai couvert plein de trucs. Je suis allée aux Jeux olympiques et tout. On m'a jamais parlé de mon travail comme depuis que je couvre la LPHF. Les fans attendaient ce moment-là, puis ils veulent en avoir du contenu. C'est pour ça qu'on est là. On va leur en donner. Mais c'est pour ça que tu es là aussi. Oui. Tu es la fille du beat de la Victoire de Montréal de la LPHF, Madame Christine Roger. Yes. On est très chanceuse de t'avoir avec nous. Ophélia Poisson-Vecchio, la queen des réseaux sociaux de Radio-Canada. Rien de moins. J'accepte mon titre. Oui. Moi, je suis la fille du beat. Je suis la queen. Toi, la queen. Et on a la directrice hockey féminin développement de Hockey Québec, quand même. Stéphanie Poirier. Elle est importante. Clairement, celle qui patine le mieux parmi nous 4. Donc, elle, c'est l'experte. Oui. C'est ça. Moi, qu'est-ce que je fais ici? Toi, là... Animatrice hors pair. Animatrice. Toi, c'est la polyvalence. Oui, je pense que... Mais j'aime ça jaser. J'aime les sports.
j'aime le hockey. Puis on anime le hockey de la LPHF à Radio-Canada aussi. Donc, ça me permet d'en apprendre aussi. C'est vous autres qui êtes sur le terrain. Puis moi, je vais manier tout ça, là. Je vais vous poser des questions, etc. Oui, parce qu'il faut quand même dire qu'on a 7 matchs qui sont diffusés cette saison à Radio-Canada. Il y a les Jeux olympiques aussi qui s'en viennent. Donc, on va être vraiment très, très proche de l'équipe. Puis on va avoir beaucoup de contenu tout au long de la saison. Puis déjà, en fin de semaine, moi, j'étais là-bas pour le temps de la renommée. Donc, les filles étaient toutes là. Puis il y a le camp d'entraînement cette semaine. Donc, on est vraiment déjà dedans, là. Salut les filles, super contente d'apprendre pour avoir un balado 100% hockey féminin. C'est malade. D'avoir des gens derrière nous qui supportent, qui parlent du hockey féminin en général, c'est remarquable. Alors, un gros merci, puis je vous souhaite une bonne chance. Je vais vous écouter. Écoutez, ça, c'était une surprise. J'avais Jacques-Alexis qui me disait oui, il y a d'autres mondes qui sont contents que ça là. Je suis comme, OK, je vais le dire. Écoute, Marie-Philippe, elle veut notre balado, puis elle va nous écouter. Puis je sais que c'est vrai. Puis les filles de la victoire, moi, j'ai parlé à quelques-unes, je leur ai dit, on va avoir un balado. Puis tout le monde est super content parce que, bon, on connaît le marché montréalais, comment la couverture, puis rien n'empêche qu'on continue à parler des autres sports, puis du hockey masculin, mais c'est très difficile encore aujourd'hui de faire sa place dans le monde du hockey féminin. Fait qu'on est là pour ça. Merci, Marie-Philippe. C'est un super beau cadeau. Et, si tu peux partager, mettons, nos extraits, Marie-Philippe, sur tes réseaux sociaux, ce serait vraiment utile. On apprécierait. Hein? Ouais. Voilà. Ça va être bon pour les stats. Hein? Exactement. Les coachs, on aime ça, les stats. Let's go. Mais OK, on va commencer notre premier... Parce que là, il y a Marie-Philippe Poulain et Marie-Philippe a vécu, et toute la victoire a vécu un été rocambolesque, du jamais vu. Évidemment, il y a eu 2 équipes d'expansion après la deuxième saison de la LPHF. Il y a eu Seattle, Vancouver, ce qui a fait en sorte que on est reparti à zéro complètement pour toutes les équipes. Combien de joueuses la Victoire a perdu cet été par ce repêchage? Pour vrai, j'ai suivi ça, là. J'ai suivi tout l'été, puis là, tout le monde, on a pris un petit peu de recul parce que la vie est en ce qu'elle est. Mais même moi qui suis ça, j'ai réalisé que je suis mêlée puis je sais plus qui est où. Ça tombe bien parce que je vous ai préparé un petit quelque chose avec un support visuel pour vous aider. Tu fais quoi de ceux qui nous écoutent sur audio? Ben, c'est dommage, vous allez devoir vous connecter sur tout.tv pour non, mais tu vas l'expliquer. Ben non, je vais l'expliquer. Ça vaut la peine de voir l'image. Ça vaut la peine de voir l'image. Parce que je vois un scoop dans le coin de mon... Oui, mais là, arrête de regarder. Là. Premièrement, je voudrais juste dire qu'avec tout ce qui s'est passé cet été, tous les changements, je pense qu'on pourrait qualifier l'entre-saison de grand dérangement. Oui, affirmatif. Oui. Partie 1, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une partie 2 éventuellement avec des nouvelles équipes d'expansion. Les 2 nouvelles équipes, maintenant, on a leur nom. Hein, le Torrent de Seattle et les Golden Knights de Vancouver sont vraiment venus brasser les cartes. Excuse-moi, tu francises Torrent, mais pas Golden Knights? Ben, les yeux d'or. Je sais pas. Faut que tu sois conséquente, Ophélia. Tu francises? On va aller regarder le site linguistique de Radio-Canada. Moi, tu te souviens quand la Fleet de Boston et non le Fleet? Je pense pas que ça passe tant que ça, la Fleet. J'avoue que je l'oublie parfois en ondes de dire la Fleet. J'ai bien hâte d'entendre Roselyne dire les yeux dorés. Je vais les appeler Vancouver. Oui, on s'est habitué avec l'équipe de Montréal, l'équipe de Vancouver la première année. Donc, je ne me tromperai pas. C'est ça, exact. Bon, en tout cas, ces 2 équipes-là sont vraiment venues brasser les cartes parce qu'on voulait qu'elles soient compétitives dès la première saison. Et pour ça, elles ont pu aller piger dans les 6 équipes originales. Elles ont chacune perdu 4 joueuses aux mains de Vancouver et Seattle. Là, je vais un peu vous rafraîchir la mémoire avec les règlements du repêchage d'expansion. C'est compliqué, hein? Oui, c'était un petit peu... Bien, je vais essayer de vous résumer ça de manière très simple. Les 6 équipes originales pouvaient chacune protéger 3 joueuses. Puis quand une équipe voyait 2 joueuses partir, bien, elle pouvait en protéger une 4e. Donc, Montréal a décidé de protéger Marie-Philippe Poulain, Laura Stacey, Anne-Renée Desbiens. Les OG. Sans grande de surprise. Montréal. Ouais, oui. Il y en a 2 qui sont partis et là, elles ont décidé de protéger Erin Ambrose. Ensuite, le repêchage, en fait, l'acquisition des nouvelles joueuses pour les 2 nouvelles équipes s'est fait en 2 étapes. La première étape, c'était la fenêtre exclusive de signature pour les équipes d'expansion. Elles avaient 5 jours et elles pouvaient signer jusqu'à 5 joueuses qui n'étaient pas protégées. Et c'est là que, je veux dire, que des choses qu'on peut dire à Radio-Canada, mais... C'est là que ça fait mal un peu. Oui, c'est ça. Ouais. Que la merde a pogné un peu, comme on peut dire. Parce que là, les équipes se sont faites dépouiller. Ça n'avait aucun bon sens, là. Exactement. Puis là, la deuxième étape, le repêchage d'expansion, où est-ce que là, Seattle et Vancouver, à tour de rôle, allaient piger dans les équipes jusqu'à ce que chacune ait 12 joueuses dans son équipe. Donc là... Mais tu sais, imagine, en plus...
au départ, les 2 équipes d'expansion devaient pouvoir repêcher au repêchage là, en premier. Et là, les directeurs généraux, ils ont fait, ben là, s'il vous plaît, on aimerait avoir une équipe, là, parce que c'est... Puis j'ai juste parenthèse, je parlais avec les joueurs, notamment de la Victoire et tout, et même Daniel Sauvageau, quand ces 2 premières étapes ont été faites, les filles ont fait, oh, OK, c'est parce qu'on n'a plus d'équipe, là. Qu'est-ce qui va se passer? Et après ça, ben, Daniel Sauvageau fait des petits miracles, mais vas-y, c'est une chance qu'ils ont... Une chance que finalement, ils n'ont pas repêché parmi les 2-3 premières équipes, sinon ça aurait été dramatique. Oui, bien c'est ça. Je pense que ça vaut la peine de faire un petit récapitulatif de qui est rendu où. C'est bon, on fera une petite mise à jour pour le début de la saison. Pour ma préparation. Oui, c'est ça. Bien, pour ça, comme je t'ai dit, j'ai fait du petit bricolage et... on avait fait un pari avant le balado si j'allais faire tomber ce chandail-là. Tu brises le décor. Pour l'instant, il n'est pas tombé. Alors, je vais demander à Steph d'être le torrent de Seattle et Christine sera les yeux dorés de Vancouver. Avec plaisir, je suis. Alors, je voudrais juste faire un petit avertissement pour ceux qui ont des enjeux d'abandon. Ça risque d'être un peu difficile comme exercice. Alors, on commence tout de suite avec Kayla Barnes. On se rappelle la défenseuse, le choix de premier tour, en fait, de la victoire de Montréal au repêchage 2024. La 5e meilleure pointeuse de l'équipe, quand même, à sa saison recrue. Pour vrai, c'est épouvantable. Eh bien, elle a profité, elle, de la fenêtre. Elle son camp, elle aller dans l'Ouest. C'était pas subtil. Américaine, quand même. Oui. Hein? Donc, ça n'a pas été long. Parce que, tu sais, elle était à Montréal, mais je me suis au bilan de fin de saison, elle était comme, ah, c'est là, OK, c'est sûr que ma famille vient de l'Ouest. Fait que tu voyais qu'elle avait pas beaucoup de chagrin. Le plan était déjà clair qu'elle quittait. Bien, c'est ça. Elle a profité de la fenêtre de signature exclusive pour s'entendre avec Seattle. Donc, félicitations, Stéphanie. Je te remets le visage de Kayla Barnes. Mais tu sais, dans le fond, ça fait que, puis là, parenthèse, là, on peut faire des parenthèses? Absolument, ou je sais pas, professeur. Oh, non. Mais ça fait quand même, je veux dire, tu bâtis une ligue à court terme pour l'année aujourd'hui. Je veux dire, tu vas chercher Kayla Barnes, qui est l'une des meilleures défenseuses au monde, qui joue pour l'équipe américaine, puis finalement, t'as peur. Tu as déjà un pilier d'avantage numérique quand tu l'as dans ton équipe. Il n'y a pas de... Présentement, avec les processus d'expansion, s'ils veulent ajouter 2 équipes l'année prochaine, peut-être et 2 équipes ensuite, c'est dans le fond, tu bâtis ton équipe pour cette année. Mais c'est de la reconstruction à chaque saison. Chaque année. Tu continues à avoir pour les 2 premières années. Mais on vise 4 autres équipes, là, à moyen long terme, moyen court terme? Bien, il parle de 2 encore l'an prochain et 2 l'année suivante. Donc, c'est sûr qu'on serait rendu à 12. Les fans ils vont devoir ajuster là, les règles parce que on peut pas... c'est difficile. Puis, le bassin de joueuses aussi. Exactement. Donc, c'est sûr qu'à un certain niveau, il y a un bassin, mais un bassin et une qualité, c'est sûr qu'il y a quand même deux côtés. C'est sûr que c'est des emplois pour les joueuses. Là. Fait que c'est sûr qu'il n'y a rien de négatif là-dedans, de cette perspective-là. Mais c'est sûr qu'au niveau du niveau, il faut quand même être prudent pour que l'offre soit attrayante à la hauteur des attentes. Oui, puis à ceux qui ne sont pas nécessairement naturellement des fans, disons, du hockey féminin, mais on va en parler plus tard. Mais Montréal, ça en est quand même très bien sorti, là. Parce qu'en même temps, Montréal est un marché attractif. Oui, mais en même temps, moi, je pense, c'est une pensée quand même pour les partisans. Ça a été très mal reçu, tout ce processus-là, mais finalement... Les partisans vont tomber en amour avec les nouvelles joueurs, c'est correct. Mais c'est parce que c'est arrivé comme au mois de juin. Donc, les partisans ont eu le temps de faire leur deuil et de changer, puis ils vont répondre présent au premier match. Oui, quand c'est sorti, là, je me souviens, quand c'est sorti, ce repêchage d'expansion, là, les partisans ne trouvaient pas drôle. Tu sais, veux pas, tu t'attaches à une nouvelle... Ça fait partie du hockey. Dans le monde du hockey, ça arrive. Mais c'est rare. Mettons, les partisans du Canadien de Montréal, ils n'ont pas eu à avoir 4 joueurs, 5 joueuses parmi leurs préférés quitter en même temps. Fait que là, tu t'attaches, tu achètes un chandail de Kayla Barnes. Heureusement, à Montréal, la majorité achète des chandails de Philippe Poulin. Fait que tu n'as pas mis ton argent aux poubelles. Là. Mais tu sais, c'est quand même confrontant de dire, OK, ben, je m'attache à une équipe puis le visage change complètement à la Mais là, laissons Ophélia finir son jeu. Parce que c'est tellement bon ce que tu fais qu'on peut pas s'arrêter. Mais ça met bien la table parce que ça s'améliore pas pour la suite. Alors, le 2e choix de la victoire au repêchage, Jennifer Gardner. Ça fait mal aussi. La grande amie de Kayla Barnes, d'ailleurs, elles sont allées à l'université ensemble, mais là, elles doivent se quitter. Elle a connu une superbe saison l'année dernière. Elle était sur le premier trio avec Marie-Philippe Poulin, Laura Stacey. On l'a vraiment vu briller. Et bien, malheureusement, elle a décidé de signer avec Vancouver. Donc, là d'où elle vient. Ça aussi, je pense qu'elle, c'est pas surprenant non plus. Elle s'en va à la maison devant ses parents. Donc, c'était un excellent choix. Rappelez-vous les matchs qui étaient présentés à Vancouver la saison dernière. Elle est arrivée là avec un veston. Fait que c'est sûr que un fit, chez elle. On peut comme pas trop y en vouloir. Non, il n'en veut pas. C'est un fit parfait, mais même si sa famille vient de là,
Bilan de fin de saison, tu sais, c'était pas... On dirait que j'avais l'impression que c'était pas autant... je veux m'en aller, tu sais. Tu vois, elle a vraiment beaucoup aimé Montréal. C'est sûr qu'à son âge, de jouer aux côtés de Marie-Philippe Poulin... Oh, t'es pas convaincue? Ça se prend... Oui, non, absolument. C'est sûr que... Oui. Puis elle a progressé, puis elle se retrouve aujourd'hui dans l'équipe canadienne. C'est ça, ça lui a permis d'avoir une entrée sur l'équipe nationale, jouer avec Marie-Philippe, jouer sur l'avantage numérique. C'est ça, il y a pire comme première saison professionnelle. Prochaine joueuse? Alors, Abby Boreen, la 4e meilleure pointeuse de la victoire. J'espère que vous vous êtes pas trop attachés parce qu'elle est maintenant à Vancouver. Voici Puis tu sais, on se souviendra qu'elle avait joué à la fin de l'autre saison d'avant pour Minnesota. Finalement, elle a été repêchée par Montréal, ce qui avait fait comme un peu une petite controverse parce que pourquoi le Minnesota n'est pas allé la chercher alors qu'elle vient de là-bas, elle a fait son université. Elle a gagné à Walter Cup la première saison. Oui, c'est ça. Puis même elle, au début, ça a été un très, très gros choc. Mais finalement, là, elle a pris à aimer Montréal, elle a continué à faire ses cours en pharmacie. Puis je sais que toute l'équipe de Daniel Sauvageau l'aidait pour trouver des endroits pour étudier, des trucs comme ça. Puis quand elle a été repêchée, elle a eu énormément de peine. T'sais, elle, c'est pas sa décision, là, vraiment pas. C'était pas son premier plan. Son premier plan, c'était de rester à Montréal, mais ça fait partie de la game, comme on dit. Puis on parlait avec Erin Ambrose la saison dernière, puis on demandait comment les recrues trouvent ça, être à Montréal. Puis elle me disait, Abby Boreen, un premier match à la Place Belle. Je pense qu'elle a marqué un but aussi à son premier match. Puis à la Place Belle, puis elle est retournée sur le banc à côté d'Erin Ambrose, puis elle a fait « Oh mon Dieu, c'est-tu vraiment ça qui se passe ici à Montréal? Genre, j'ai jamais vu ça de ma vie, des gens debout crier, applaudir. Fait que je pense qu'elle a vraiment aimé ça à Montréal. Heureusement pour ces filles-là, je pense que j'ai confiance qu'elles vont retrouver un fanbase puis une ambiance. On s'attend à ce que ce soit des bons marchés. Mettons, là, parenthèse, Christine O'Neill, on en parlera tantôt, mais qui passe de Montréal à New York. Ça va être bon pour elle au niveau départ, mais devant... Il va y avoir plus de cricket, 1200 partisans à New York, je pense qu'elle va trouver ça plus difficile, mettons. Ouais. Et je suis généreuse, 1200. Finalement, Anna Wilgren, un élément quand même important de la défensive à Montréal, eh bien, elle s'est entendue avec Seattle. Voici Stéphanie. Oui. C'est peut-être pas, là, mettons, la fille qui a plein de fans et la plus extravertie et tout, mais je pense que ça fait très mal à Montréal. Pour la profondeur défensive, là. Assurément, c'est une joueuse qui est appréciée. C'est le genre de joueuse de défenseuse là, qui est appréciée d'un coaching staff. Donc, stable. On sait ce qu'elle va nous donner, constance. Donc, c'est ce qu'on recherche souvent quand même dans des défenseurs qui sont pas... des défenseuses, qui sont pas super offensives. Là. Donc, c'est sûr que c'est un fit. C'est un genre de joueuse qui peut s'intégrer à tous les systèmes, toutes les équipes. Là, donc... Bien là, vous comprendrez que j'ai pas imprimé le visage de toutes les joueuses de Seattle et Vancouver. Ça aurait coûté trop, cher à Radio-Canada. Mais je voudrais quand même souligner des gros noms qui ont été signés, en commençant par Seattle, qui sont allés chercher Hilary Knight, l'ancienne capitaine de la Fleet de Boston, capitaine de l'équipe nationale américaine, la meilleure pointeuse de la Ligue l'an dernier. Et du côté de Vancouver, Sarah Nurse et Emrance Mashmeyer, 2 championnes olympiques, 2 championnes canadiennes, 2 championnes du monde. Maintenant, Christine, Stéphanie, j'aimerais savoir, êtes-vous satisfaite de votre repêchage d'expansion? Mais hein? Oui, on se sent bien. Hein? Le Seattle, les belles couleurs. Donc, le nom, c'est sûr qu'on en a parlé tantôt, c'est difficile de trouver des noms qu'on peut utiliser. Donc, peut-être les gens vont être un peu... c'est pas pire, le torrent. Moi, je trouve ça bien. Ça mieux que Sirène. Oui. Donc, moi, je pense que oui, ça va bien. Mettons que ces deux équipes en arrière. Mettons que ces deux équipes-là partent avec... mieux nantis que les on a l'habitude dans l'histoire, c'est vrai que ça s'est pas passé nécessairement comme ça dans la Ligue nationale si on passe aux Golden Knights, mais les équipes d'expansion, souvent, dans l'histoire, commençaient en bas de peloton et devaient gravir les échelons. Là, comme tu l'as dit en entrée de jeu, on voulait s'assurer que les équipes soient compétitives dès le départ. C'est réussi. Là. Je pense que c'est un statement. C'est plus que compétitive. Là. Là, Christine, je vais te mettre sous les projecteurs là, parce que cet été, je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu pensais du repêchage d'expansion? Et tu m'as dit, et j'ai ça sur vidéo d'ailleurs, que la Coupe Walter,
l'année prochaine allait se jouer entre Vancouver et Seattle. Mais je vais demander à notre experte Christine Roger ce qu'elle pense du format. Moi, je dirais que c'est le rêve pour Seattle-Vancouver, mais c'est une catastrophe pour les 6 équipes originales. Idéalement, selon moi, il aurait fallu que ces équipes-là puissent protéger plus que juste 3 ou 4 joueuses. En voulant rendre les 2 équipes d'expansion compétitives de la première année, ben, c'est fait au détriment, justement, des équipes qui doivent recommencer à zéro, en quelque sorte. Puis présentement, je me dis, ben, c'est Vancouver ou Seattle qui va gagner la Coupe Falter la saison prochaine. Mais... c'était après le repêchage d'expansion. Il y a eu d'autres étapes après. Il y a eu un repêchage, il y a eu des transactions. Oui. Donc, je te dirais qu'au moment où je l'ai dit, j'étais persuadée. Aujourd'hui, je pense que si on parle de Montréal, je pense que Daniel Sauvageau a réussi quand même de petits miracles lors du repêchage. Je pense, exemple, de faire une transaction, d'aller chercher Abby Rock. Ben là, vas-y. Tu me voles un peu, mais c'est correct, tu me mets bien la table parce que là, je suis mon dossier sur la victoire de Montréal. Ouais, rappelle-moi, je suis sûre que j'ai oublié des joueurs en plus. Il y en a une dizaine, là. Ben, c'est ça, là, je les ai pas, encore une fois, je les ai pas nouvelles sorties. J'en ai pris quelques-unes. Là, je vais vous faire un petit... Justement, celle que je parlais. Donc, ben oui, on commence. Faut en parler. Avec Abby Rock, une joueuse qui est réputée pour son jeu physique, sa robustesse. Ces genres de joueuses, tu préfères l'avoir dans ton équipe que de jouer contre elle. On peut en parler à Marie-Philippe Poulin. D'ailleurs, elles ont eu une petite altercation l'an dernier en plein milieu de la glace. Donc, j'espère que ça se passe bien. Ça lui a coûté cher, Marie-Philippe, sa robustesse la saison dernière. Elle a eu quelques amendes. Oui, quelques amendes. Il faut dire que ça prend, je veux dire, tellement solide que ça prend pas grand-chose que c'est l'autre qui revole. Mais Abby Rock, c'est... pour ceux qui regardent l'hockey masculin, c'est un peu comme une Brad Marchand, là, où... Elle est fatigante, est intense avec l'équipe américaine, est capable de faire des coups cochons. Absolument. Les filles, d'un côté, souvent de l'AIS, mais en même temps, sont comme... Quand tu l'as dans ton équipe, tu es bien contente. Mais c'est aussi, pour moi, d'être allé contre qui tu l'as donné. Tu sais, je trouve que c'est un bon coup. Christine O'Neill, c'est une bonne joueuse, mais elle a besoin d'un nouveau départ. Ça fonctionnait pas bien. Tu sais, pour elle, qui est une joueuse de petit gabarit, c'est une grosse adaptation de jouer dans ce hockey très physique. Puis, elle rendait quand même des bons services en désavantage numérique. Mais là, je veux dire, Christine O'Neill va avoir un nouveau départ à New York où on a fait table rase, où il n'y a plus d'équipe, tu recommences à zéro. Dans le fond, tu as quasiment filié O'Neill et toutes des jeunes des nouvelles. Puis là, à Montréal, tu as Abby Rock, là, quand elle va arriver à la Place Belle, là, puis qu'elle va en ramasser une, là, ça va être parfait. La foule va adorer ça. Là. Oui, alors que les dernières fois, c'était les huées. C'est ça. C'est assurément des joueuses qui se fait le plus. Montréal doit se revirer de bord assez vite, je pense. Et toi, Steph, tu l'aimes-tu? Je suis pas une grande fan, je vais vous avouer. Elle a assurément des habiletés de marqueuse. Là. C'est vraiment une fille qui, proche du filet, a vraiment beaucoup d'habiletés individuelles. C'est une joueuse... up and down, en dents de scie. Merci pour... Oui, mais sa personnalité, il n'y en avait pas vraiment des filles comme ça à Montréal. Non, c'est sûr. Est-ce que c'est une personnalité qui plaît à tout le monde? Ça va peut-être changer. Mais c'est sûr que quand tu rentres dans une chambre, puis je veux dire, il y a quand même un groupe extrêmement bien... Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a un groupe de leaders quand même extrêmement bien établi à Montréal. Ne serait-ce aussi que par également, évidemment, la direction avec Daniel, avec Corey. Donc, le trio de tête, puis toutes les joueuses qui sont Tu penses que ça va accrocher, donc, non, je pense que ça peut soutenir justement une joueuse qui a quand même une réputation d'être un petit peu difficile. Donc, puis c'est ça, c'est une joueuse qui présentement quand même n'est plus sur l'équipe nationale américaine. Il y a plusieurs années, certains parlaient d'une Rock comme la nouvelle Knight ou Poulain américaine. On est peut-être son passage à Montréal va comme redorer son image de l'équipe nationale. Parce qu'à New York, tu sais, c'est une question d'effort. Il faut travailler. C'est ça. C'est pas constant dans à Montréal, son cas. Ça ne passera pas à Montréal. Tu passeras pas. L'affaire, c'est que ça fait 2 années. Tu sais, quand tu dis que mes prédictions mauvaises, ça fait 2 années qu'au début de la saison, tu regardes New York sur papier, puis tu dis c'est l'équipe la plus talentueuse, puis ça fait 2 ans que cette équipe-là termine au dernier rang. Mais puis elles partent bien à chaque année. Mais c'était des filles avec du talent, un peu plein de petites vedettes, là, qui clairement, ensemble, ça ne fonctionnait pas. Tu étais à New York, c'est un autre marché. Donc, peut-être qu'une joueuse qui pouvait arriver, excusez-moi l'expression un peu cocky, là, un peu qui se pense au-dessus de tout le monde et de tout, ça peut marcher dans un marché comme New York. Tu arrives à Montréal, là, comment tu veux essayer de te prendre pour quelqu'un d'autre quand tu as Marie-Philippe Poulin devant toi, quand tu as Laura Stacey qui est une super leader, puis tu as Daniel Sauvageau qui vient de dire « Assis-toi sur le pauvre de moi, je vais te parler ».
je pense que t'es mieux de marcher droit, t'es mieux de suivre. Puis c'est ce qu'on entend de Montréal depuis le début de la LPHF, c'est que t'as une culture. Puis quand ta capitaine, c'est celle qui travaille le plus fort, qui est la première sur la glace, la dernière sur la glace, ben ça risque d'avoir un impact. Puis, mais pour les partisans, je pense qu'elle va être aimée si elle joue à la hauteur de son talent, puis si... Oui, il faut une constance. Puis pour jouer sur les 2 premiers trios offensifs, il faut une constance. C'est ce que, malheureusement, O'Neill n'a jamais été capable offensivement de se faire valoir, alors que sur une grande glace ou dans un style de hockey un peu plus international où il y a moins de contact physique. Toute petite, elle se faisait ramasser à chaque match. On dirait qu'elle allait casser en 2 mois. Oui, puis c'est une joueuse qui est assurément les plus en forme là, au niveau des données physiques. Là. Je sais plus, je pense qu'elle a fait une vingtaine de chin-up en test là, pour ceux... donc, c'est une coureuse exceptionnelle. Là. Toutes les joueuses et les joueurs qui nous écoutent, là, qui ont déjà fait le BIP test, le super test navette dans leur vie, là, je crois que Christine a fait comme 14 ou 15, quelque chose. Elle a des chiffres extraordinaires, mais physiquement, c'était difficile. C'est certain qu'on en a beaucoup parlé, même dans notre couverture au niveau des matchs. C'est qu'à un certain moment... Au départ, si la question était à se poser, si on avait su, si l'équipe de Montréal avait su à quel point la Ligue serait physique extrêmement rapidement, est-ce que O'Neill aurait été repêché aussitôt puis dans un rôle potentiel de 2e centre? Parce que c'est ce qu'on s'attendait d'elle. Ouais. Mais évidemment, personne ne connaissait la Ligue au repêchage initial. Donc, c'est sûr que je pense qu'on gagne une joueuse physique, une joueuse qui a des habiletés de marqueuse puis qu'on sait qu'elle est capable de marquer dans cette Ligue-là. Mais c'est sûr qu'au point de vue de la Chambre, Christine O'Neill est probablement la personne unanimement la plus appréciée qu'on n'a jamais vue et connue. Donc, c'est sûr que ça, assurément... J'avais demandé à... C'est une tristesse pour les joueuses de l'avoir partir parce qu'elles sont super proches. J'avais demandé à Marie-Philippe, j'ai dit, as-tu été consultée pour tous ces changements-là? Puis elle m'a dit, en partie. Puis elle a dit, pour Christine, une chance que j'ai pas été consultée parce que c'est mon amie puis ça me faisait vraiment de la peine. Mais je pense qu'elle-même, tu sais, à un moment donné, quand on dit c'est une business, je pense que même elle, même si Christine, elle s'est entraînée jusqu'à la semaine dernière à Montréal, elle est restée tout l'été, puis elle dit qu'elle va revenir l'été prochain parce que c'est comme devenu sa 2e maison, puis c'est le meilleur endroit. C'est Centre 21.02, toutes les filles veulent s'entraîner là-bas, évidemment. Mais même pour elle, elle est consciente que, OK, à un moment donné, ma carrière, là, si je veux, pour l'instant, elle est sur le bord de ne pas la faire, l'équipe canadienne. Donc, si elle veut avoir la chance d'aller aux Jeux olympiques de Milan cet hiver, ben il faut qu'elle ait un bon début de saison. Puis ça ne marchait pas très bien à Montréal. Donc, mais en même temps, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des filles peut-être qui sont faites pour jouer en équipe nationale, puis il y en a et qui sont peut-être pas super performantes dans cette ligue, et vice-versa, des filles qui vont être bonnes dans la ligue, mais en équipe nationale où le contact physique est pas supposé d'être... moins présent. Il y a du contact physique, il n'y a pas de mise en échec. Exact. Je pense qu'on va continuer avec une autre joueuse parce qu'on peut faire 50 minutes rien que sur elle. Une chance, j'en ai pas 12. Alors, maintenant, je vous présente Cheyenne Darkangelo. Je veux juste dire à quel point elle a fun de dire son nom. Son nom est tellement wow. J'imagine déjà les pancartes des gens qui vont faire des jeux de mots et tout ça dans les estrades à la Place Belle. T'as pas le choix d'être badass quand tu t'appelles Darkangelo. Je suis désolée, là, mais en tout cas. C'était la 3e meilleure marqueuse de la charge l'an dernier. Donc, elle a signé. Montréal, on m'a dit Montréal la voulait depuis au-delà de 2 ans. Là. C'est une joueuse que l'organisation avait ciblée, qui l'aimait beaucoup. Puis elle a choisi de venir à Montréal. Donc, moi, je pense que peut-être les gens Montréalais la connaissent pas beaucoup, mais je pense que c'est une joueuse qui va être très appréciée, qui pourrait faire la différence. Qu'est-ce que t'en penses? Grande joueuse physique, absolument. Oui, c'est un beau portrait. Maintenant, on se... Oui, bien, on est en train de se faire une réputation. Oui, ça reste qu'on n'a pas gagné une ronde de séries éliminatoires encore. On veut pas déjà tourner le couteau dans la plaie. On est quand même début novembre, mais c'est ça quand même. Donc, on a vu l'intensité et la coche physique qu'Ottawa était capable d'amener dans les dernières séries. Bon, mais on avait choisi Ottawa en passant. Qui choisit prend pire. Donc, mais tu sais, est-ce que... On ne sait pas qui ce sera, mais exemple d'avoir... une Abby Rock peut-être avec Laura Stacey ou Marie-Philippe Poulin. Est-ce que ça peut pas justement être bénéfique ou c'est une fille qui va pouvoir se mettre au service de... Tu peux pas jouer avec Marie-Philippe Poulin puis dire, moi, je vais garder la POC puis c'est moi qui va tout faire puis laisser Marie-Philippe Poulin être obligée d'aller se battre dans le fond du territoire. Faut quelqu'un qui... Tu sais, dans le fond, si Abby Rock peut faire la job que Marie était obligée de faire en série, c'est-à-dire de se battre devant le filet, je sais pas. Mais en même temps, c'est ça. Ça, tout le monde peut jouer avec Marie-Philippe Poulin. Non, ça, c'est absolument faux. Comme...
c'est pas facile de jouer avec Sidney Crosby parce que il processe... puis là, je m'excuse l'anglicisme, là, mais l'information d'une manière qui est exceptionnelle. L'information est processée, là. Oui, processée. Comme un Martin Saint-Louis, soudainement. Ouais, oui, ben c'est ça, le petit côté anglo que ça. C'est parce qu'on niaise, mais c'est parce que tout passe un peu aussi par ça. C'est que, est-ce que qui va servir Marie-Philippe Poulin? Qui va être capable de jouer avec elle? Ouais. Et surtout, cette année, ça va être la même histoire que l'année dernière. Ça va être qui, ce deuxième trio-là? Parce que ça fait depuis le début de la victoire de Montréal que, dans le fond, tout passe par Marie-Philippe, tout repose sur ses épaules. L'année passée, il y avait un peu Naby Boreen, Gardner, mais ils sont partis. C'est terminé. Fait qu'on recommence à zéro. Oui, puis Boreen, sa deuxième moitié de saison a quand même été beaucoup plus difficile. Ouais. Puis on se demandait si sa charge, là, sans faire de mauvais jeu de mots avec Angelo et son ancienne équipe, de par la pharmacie, tout ça, c'est quand même... avec le voyagement, c'est quand même important. Du hockey féminin, là, c'est toutes des athlètes étudiantes, ou presque, là, tu sais. À la base. Oui, à la base avant, oui. Mais en même temps, c'est un peu intense faire ton... C'était ça que faisait Boreen. Chaque matin, elle s'entraînait. Après ça, elle fait ses cours en pharmacie après. Puis, je disais, c'était un horaire de imagine, là, tu viens de créer une ligue. On change de sujet, mais je fais une parenthèse rapidement. Là, mais imagine, tu crées une ligue, tu sais pas c'est quoi l'avenir. C'est ça. Tu n'as jamais été payé à jouer au hockey. Tu n'as pas le choix de penser à une autre carrière. Dans la Ligue nationale, tu n'as pas besoin. Là. Au hockey féminin, c'est quasiment un prérequis. Il faut que tu passes à l'université américaine, etc. Elles sont tous passées à l'université. Pas juste américaine, par exemple. Non, à l'université. Pardon. Oui, puis c'est du sport aussi. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut t'arriver. Du jour au lendemain, ça peut être terminé, puis il faut que tu sois capable de te revirer de bord. Ouais. J'enchaîne avec Jade Downey-Landry, une Québécoise. Elle, t'es contente, hein, Félia? Oui, elle a évolué sur le circuit universitaire canadien pour l'Université de McGill. Je la connais personnellement, c'est pour ça que tu dis ça, Christine. C'est la première joueuse de New York à avoir réussi un tour du chapeau. Mais là, c'est ça. Là, le débat, on va demander. Toi, tu l'appelais Jade. Ouais. Moi, je l'appelle Jade. Ça dépend à qui comment elle veut qu'on l'appelle? Ben là, moi, jusqu'à ce que tu me dises, il faut que je l'appelle Jade. Je pensais que c'était Jade. Fait que je vais lui demander. Moi, je pense que si elle te parle en anglais, elle va dire Jade. Ouais, c'est Comme moi, ça devient Christine Roger. Ah! Christine. Ça change complètement. C'est ça, mais quand tu parles t'as vu, je me suis vraiment... Ophelia. Ça fait 2 jours là, que je me prépare. Quand tu vas prendre la face de Jade, il faut que tu dises Jade. Mais en tout cas, on va lui demander. Moi, j'ai toujours appelé Jade, donc... Voilà. On la voit en fin de semaine, on lui demandera. Voilà, mais ça... moi, très contente. Une Québécoise de plus, parce que des fois, quand on diffuse à Radio-Canada, on aime ça des clips en français. Puis Marie-Philippe est un peu tannée des fois. Elle est super fine. Mais c'est juste que. Stacey parle français. Il y en a beaucoup qui font des efforts. Mais, bref, c'est quand même, pour elle, ça va être. Elle était à Montréal avant dans l'ancienne ligue. Oui, mais là, de jouer, je pense qu'elle est hyper contente d'être ici. C'est une super belle addition, avoir des bons services. Puis surtout, une fille qui veut jouer à Montréal. Ouais. Y en a-tu vraiment qui veulent pas jouer à Montréal? Oui, c'est ça que je m'en dire. C'est... Ottawa puis New York, c'est un autre débat, mais c'est sûr que Montréal, l'Ouest, Toronto, là, c'est des marchés hyper attrayants. Du renfort défensif, Jessica Di-Girolamo, elle a terminé au 5e rang parmi les défenseuses de la LPHF l'an dernier. Donc ça va faire dis-moi ça. Oui, parce qu'on a tous perdu des défenseuses. Je me mélange un peu dans les voyelles des fois. Di Girolamo. C'est l'italienne. C'est ça. Elle, pour une petite anecdote, il y a peut-être 2 ans, une journée que je ne travaillais pas, la seule fois dans ma vie que je suis allée voir un match de la Victoire en étant civile avec mes enfants, on est allé à Boston en voyage, les voir, Lowell plus précisément. On attendait, pour l'athlète, on attendait l'autre bord d'une clôture. Ma fille était là avec ses amis et l'autobus où les filles arrivent et elle, automatiquement, voit pourtant des fans qui sont dans la Quichonneille de Montréal. Elle est allée voir les enfants sur le bord, a commencé à leur parler. Avec la jasait, puis elle capote d'être à Montréal. Elle veut parler français. Elle est vraiment déjà là, super impliquée dans la communauté. T'sais, une fille qui triple, là, hyper charismatique. Une super belle personnalité, puis quand même très, très fiable. Quand même pas pire au hockey aussi. Là. Oui, ben je pense que c'est un peu un remplacement. Là. Je la vois potentiellement là, prendre un peu la place d'une Will Green, là, un petit peu dans ce rôle-là. Défensive. Un peu plus défensif, quand même capable de soutenir l'attaque, là, mais c'est sûr qu'on ne remplace pas là, la possession de rondelles d'une Barnes, là, assurément. Quand tu disais d'un vestiaire à B-Rock que ça va donner, mais elle, ça va être... ça fit avec Montréal. Là, une personnalité
super rayonnante, super extravertie, toujours de bonne humeur. Fait que ça va être très apprécié, j'en suis certaine. Ophélia, il te reste une joueuse? Je conclus. Et pas la moindre. Avec le premier choix de la victoire au repêchage 2025. On lui souhaite qu'elle reste un peu plus longtemps à Montréal que Kayla Barnes. Elle a conclu sa carrière universitaire avec le titre de la défenseuse la plus productive chez les Golden Knights de l'Université Clarkson. En 170 matchs, elle a réalisé 148 points et marqué 44 buts. Quand même. Oui. Et déjà, avec l'équipe, elle a sa chance. Avec l'équipe canadienne, déjà, est-ce qu'elle fera les Jeux olympiques? On verra, ça va être limite. Ça dépend de la vision de l'équipe canadienne, mais package deal, moi, je dis, tu sais. Extrêmement bonne. Déjà, j'avais été vraiment impressionnée après le repêchage. J'étais venue ici à Radio-Canada, puis on l'avait rencontrée ensemble, Ophélia. La fille, là, calme, souriante, charismatique. C'est une maturité pour son jeune âge. Déjà, à l'aise. Tu sais, elle avait comme la stature d'un premier choix. Oui. Tu sais? Fait que, mettons, là, je suis allée parler récemment à Connor McDavid, là. Je vous dirais que Nicole Gosling a plus de charisme. Intéressée par la culture montréalaise aussi, elle voulait apprendre le français. Elle m'a dit d'ailleurs qu'on allait se revoir, qu'elle allait parler français. Donc, j'ai hâte de voir ça cette fin de semaine. Mais en termes de joueuse, c'est une joueuse elle se comparait quand même beaucoup à Renata Fass ou à Erin Ambrose. C'est un peu elle voit Erin comme une modèle, une mentor. Je suis d'accord avec toi. C'est une fille qui a vraiment beaucoup de potentiel offensif, ce qui est important. Ambrose, elle a un impact important au sein de l'équipe au niveau aussi du leadership, mais c'est sûr que c'est pas la joueuse la plus rapide. Avec le temps, c'est pas non plus quelque chose qui s'améliore nécessairement. Donc, une Gosling va venir prendre éventuellement... Bien, on le souhaite dès cette année, mais évidemment, là, on va quand même lui donner le temps d'arriver. Mais elle a assurément un potentiel là, d'avoir quand même un rôle de leadership offensif là, au niveau de la brigade défensive. Mais c'est parce que si tu perdais Kayla Barnes, par exemple, sur l'avantage numérique, là, ça faisait extrêmement mal. Là. Je veux dire, je pense pas que Nicole Gosling a tout de suite maintenant le coup de patin de Kayla Barnes. Elle n'est pas rendue là, mais au moins ça te donne une option sur une deuxième vague parce qu'on sait à quel point c'est un aspect extrêmement difficile du côté de la Victoire de Montréal l'année passée. Là. Mais si on regarde toutes ces joueuses qui sont maintenant à Montréal après tout le chamboulement de l'été, il y a peut-être une raison particulière. C'est peut-être parce qu'il y a une certaine Danielle Sauvageau qui est à la tête de l'équipe de la Victoire, dont tout le monde apprécie, tout le monde a envie. C'est comme la Martin Saint-Louis du Canadien où tout le monde a envie de jouer pour elle. Puis ça donne bien parce que cette année, il y a quelques jours, elle s'est faite introniser au temps de la renommée du hockey. C'est quand même exceptionnel. On peut l'écouter. J'ai cogné à la porte de la Ligue nationale aussi. Pendant bien des années, ça l'a fait mal parce que j'aurais aimé ça vivre de mon sport. Puis aujourd'hui, je vis de mon sport. Alors, j'ai vécu mon rêve différemment. Et c'est un privilège que j'ai peut-être pas eu de jouer du hockey organisé à ce niveau-là. Mais en même temps, j'ai vécu tous les rêves que tout le monde à peu près a partagé ici aujourd'hui. Quand même, Danielle Sauvageau qui célèbre vivre du hockey alors qu'on pensait que c'était ça depuis des années, mais non. Bien, les gens, maintenant, les gens le savent davantage, mais Danielle a été policière là, pendant une trentaine d'années et dans la GRC et au SPVM. Donc, c'est sûr qu'effectivement, le hockey a toujours été, j'ai envie de dire, un side job. Hustle. Un side hustle pour elle, même si ça a pris beaucoup de temps. Mais c'est certain que je pense qu'au niveau de la première femme bâtisseuse qui est intronisée au Temple de la renommée, c'était difficile de passer à côté d'elle avec la vision qu'elle a eue pour le hockey féminin puis qu'elle continue d'avoir aujourd'hui, assurément. T'étais là, Christine? Elle a une vie... tu sais, Danielle Sauvageau, elle a une vie passionnante. Là, je veux dire, moi, je dis, elle a 12 vies. Puis je me souvenais qu'on était aux Jeux olympiques. Évidemment, pour les Jeux olympiques, encore une fois, cet hiver, elle va travailler avec nous. Donc, elle vient de l'autre côté avec les médias pendant les Jeux olympiques. Puis je me souviens, on était à Pékin. Donc, en temps de COVID, je voyais Jean Saint-Onge et Danielle Sauvageau, c'est pas mal tout là, pendant un mois. Donc, on a le temps de jaser, puis elle me parlait de sa vie. Pendant ce temps-là, elle avait un appel des Carabins. Pour ça, elle avait un appel du Centre 21.02, puis elle préparait un match. Puis là, je dis, mon Dieu, t'en as combien de CA d'implication, d'équipe? Mais c'est ça, tu sais, Danielle Sauvageau, c'est de s'impliquer. Puis moi, au départ, en fait, la majorité la connaissent, les plus vieux, avec les Jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City, la première médaille d'or de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques. Puis quand faut se remettre là-dedans, parce qu'évidemment, j'ai fait beaucoup de trucs pour le Temple de la renommée. Donc, j'ai beaucoup lu, écrit, parlé, regardé des archives sur Danielle. Puis il faut se rappeler, tu sais, que ce qu'on a présentement aujourd'hui, là, de Steph, le système de les meilleures joueuses du Québec, les équipes du Québec, des pisteurs. Il n'y avait pas ça à l'époque, là. Fait que, non. Tu sais, la réalité, c'est qu'une Kim Saint-Pierre,
elle jouait avec le gars. Elle n'avait jamais été invitée avec l'équipe Québec. Puis Danielle Sauvageau l'a invitée avec l'équipe canadienne. Premier match, elle se fait planter 3 buts rapidement. Danielle Sauvageau la retire et Kim me dit « Je pensais que c'était le début et la fin de ma carrière. » Puis regardez, Kim Saint-Pierre, c'est même membre du Temple de la Renommée. Caroline Ouellette, c'est la même chose. C'était pas clair qu'elle était... Mais Danielle, elle avait, et c'est pour ça que je me dis, voyons voir ce qui va arriver cette saison. Je pense qu'elle a quand même un œil pour détecter de bonnes joueuses. Puis je pense que ça va au-delà du talent. C'est vraiment l'humain qui prime. Raccordez même que Jenna Efford, là, on sait qu'aujourd'hui, c'est la boss de la LPHF, puis elle a connu une carrière incroyable. Elle, c'est comme une entraîneuse en Ontario qui connaissait Danielle, qui l'appelait, by the way, elle est passée sous le radar, elle n'est pas dans le système. Mais je pense que tu devrais la faire venir. Finalement, elle a eu une carrière exceptionnelle. Mais c'est aussi prendre des risques. Danielle n'a pas peur. Manon Réaume, c'est Danielle qui l'a tassé. Pas peur de demander, d'exiger. Ah oui, en 2000... c'est ça que ça prend. Si tu veux faire ton chemin pour le hockey féminin puis faire sa place... je vais en créer un centre d'entraînement parce qu'il n'y en a pas qui fit avec ce dont on a besoin. C'est aussi, tu sais, parce qu'on pourra faire une analogie avec l'équipe canadienne présentement en prévision des Jeux olympiques, mais c'est à un moment donné de croire en sa vision, de se foutre un peu. C'est plate, mais tu sais, je veux dire, Danielle, elle a tassé des vieilles joueuses pour 2002 pour faire de la place à des jeunes joueuses, puis finalement, elles sont allées gagner. C'est elle qui a tassé Manon Réaume, qu'elle n'a pas pris Manon Réaume. C'est quand même un pas pire statement. Nancy Drolet aussi. Puis, tu sais, je pense que Danielle, ce que tout le monde me dit, c'est que, bon, elle peut être intimidante, mais quand elle dit quelque chose, tu as le goût de la suivre. Ouais, toi, tu l'as vu depuis longtemps, mettons, dans ton processus d'entraîneuse, là, tu sais, aussi, parce qu'on parle d'elle en tant que coach, mais Corey Chevalier en a parlé, tu sais, c'est une mentor, pas juste pour des joueurs, pour bien des coachs femmes, là, dans l'histoire du hockey. Ça doit être dur quand même pour Corey d'avoir Danielle et ses yeux qui analyse tout, qui était là, j'imagine. Tu sais, Danielle, elle donne des conseils, mais c'est tracer une ligne. Là, mais... Oui, bien, c'est ça. Souvent, ça doit devenir toujours un partenariat quand tu as un WinDG puis un entraîneur. C'est la même chose. Quand on voit Kent Hughes parler de Martin Saint-Louis, c'est un processus. C'est vraiment comme un duo qui doit apprendre à travailler ensemble, doit apprendre à être capable aussi de se dire les choses, de les recevoir, aussi de mettre une limite entre, je fais un choix de coach. Puis, tu sais, c'est souvent un aspect des conseils, tu sais, s'assurer que l'entraîneur ou le groupe d'entraîneurs a pensé à tel élément, être sûr que toute la préparation, est-ce qu'on est optimal, est-ce qu'on a pensé, tu sais, souvent, c'est de ramener tout ça ensemble. Puis aussi, bien évidemment, là, au niveau du DG, aussi tout ce qui est équipe de soutien, là, donc tout ce qui est médical, etc. Donc, c'est un travail qui est quand même très large là, à ce niveau-là. Ce que Corey disait, c'est que moi, j'ai la chance d'avoir une DG qui comprend ma job et qui l'a fait. C'est pas tous les DG qui ont fait ça. Fait que ça peut devenir, mettons, dans certaines situations, ça peut devenir frustrant quand un DG vient se mêler de ton système de jeu ou de ce que tu fais. Puis là, comme coach, tu dis « Hey, tu connais quoi, toi? Tu l'as pas fait, ma job. » Tandis que Danielle a été dans ses souliers, puis à un moment donné, avec son expérience, c'est difficile de ne pas l'écouter du tout. Mais je pense que vraiment, ils ont un partenariat établi avec le groupe d'entraîneurs à Montréal. Mais tu sais, le centre 21.02, là, je pense que c'est un point tournant vraiment dans le développement du hockey féminin. Là. Ça a permis, je pense que sans ce centre-là, puis Steph, t'étais là? C'était quoi ton titre? Au début, j'ai commencé à faire quelques pratiques pour donner un coup de main. Puis après un an ou deux, là, je me suis retrouvée directrice du centre là, jusqu'à la fin de la première saison de la LPHF. Mais tu sais, les filles disent, si c'est pas du centre 21.02, on n'a pas la médaille d'or aux Jeux olympiques 2022. Là. Ça, c'est... Oui, parce qu'on était... les filles qui s'entraînaient au centre durant la COVID, là, avec des mesures extrêmement strictes. On a l'impression que ça fait une décennie, mais ça fait même pas 5 ans. On a été capable de garder les joueurs sur la glace parce qu'elles étaient des athlètes cartés olympiques et comme c'est un sport collectif, avaient le droit de s'entraîner avec quelques coéquipières, mais c'est sûr qu'elles ont été sur la glace pendant tout le temps de la préparation. Donc, assurément que
qu'on ait été capable là, par le travail, évidemment, de Danielle et les exigences qu'elle met là, pour dire non, ces athlètes-là doivent être sur la glace. Là, l'INS, le gouvernement et tout ça, là, ça faisait partie des décrets là, qui existaient. Est-ce que Danielle avait les yeux aussi, parce que tu dis, elle regarde tout, elle choisit des joueuses, pas nécessairement pour le talent, mais pour les travaillantes, etc. Ouais. Est-ce que Danielle avait les yeux sur les championnats nationaux M18 à Terre-Neuve la semaine dernière? Penses-tu qu'elle regarde les joueuses du Québec qui ont gagné? Bien, assurément qu'elle sait qu'on a gagné. J'ai reçu un petit message de félicitations. Mais c'est sûr que c'était quand même une grosse semaine, puisque c'était sa semaine d'intronisation au Temple. Donc, passé plusieurs jours. C'est ça, une grosse semaine. Elle n'a pas lâché son travail, par exemple, elle a suivi. Une grosse semaine à Toronto. Mais oui, ça a été... c'est sûr que oui, ça a été une super belle... un super beau 10 jours à Terre-Neuve. Ça fait combien de temps, Steph, que le Québec n'avait pas gagné? Bien, il y a eu une victoire du Québec en 97, mais c'était dans un format, c'était pas le format actuel. Donc, le format actuel a commencé en 2004 et c'était la première fois. On va dire c'est la première fois que c'est pas il y a 2 équipes de l'Ontario, rouge et bleu. C'est la première fois de l'histoire que c'était pas l'Ontario qui gagnait. Et l'Ontario, même pas en finale, c'était contre les Maritimes. Oui, exact. Donc, l'équipe de l'Atlantique là, qui recoupe les 4 provinces les 4 provinces des Maritimes. Donc, une surprise, mais en même temps, nous, moins une surprise. Là, le Québec est pratiquement toujours en finale. Là. Je pense qu'on a d'ailleurs le record du nombre de médailles d'argent dans ce championnat-là. Mais question, moi, ça. Je m'excuse, je me prends pour l'animatrice, j'allais dire la journaliste. Je me prends pour la journaliste, moi. Ça tombe bien. C'est ça que t'es. Non, mais est-ce que ça veut dire, parce que là, on regarde l'équipe canadienne présentement, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de Québécoises dans cette équipe-là. Présentement, c'est pas mal Marie-Philippe puis Anne-Renée, puis après ça, la retraite va approcher. Ça s'en vient. Est-ce que ça veut dire, selon toi, que... Il y a une Eve Gascon aussi. Il y a Eve Gascon. Qui va être la prochaine. On s'attend à ce qu'elle soit. Parce que si ça continue même, elle va être la seule, là. Mais là, est-ce que tu te dis, OK, en voyant le Canada gagner chez les moins de 18 ans, le Québec. Le Québec, oui. Ah, le Québec, voilà, merci. C'est pour ça que c'est moi qui le Canada. C'est chiant, ça. Non, mais je comprends que non, mais c'est parce que le Canada est le grand gagnant. Si j'anime pas, moi, je suis comme plus relax. Je suis moins à l'affût, c'est sa job. Je vais voir si c'est allumé. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que ça veut dire que tout à coup, il va y avoir plus de Québécoises dans l'équipe canadienne ou ça n'a pas rapport? Ou je pense, à court terme, ça n'a pas vraiment d'impact, là, dans le sens que c'est sûr qu'on est super contents. Les joueuses, le coaching staff, là, ça a été super. Moi, c'est mon rôle d'être DG avec l'équipe du Québec. Donc, on parlait du rôle à Danielle. C'est ça mon rôle avec l'équipe Québec, là, considérant mon rôle au sein de la fédération. Mais c'est des joueuses de 16 et 17 ans. Là, donc, c'est sûr que l'équipe nationale, la moyenne d'âge de l'équipe nationale canadienne, c'est 20... Dernière stat, c'est 26,8. Il y a encore des étapes à franchir. Donc, c'est sûr que c'est... Oui, sauf qu'il y a des étapes... il n'y a aucune de ces joueuses-là qui vont avoir... là, il y en a qui vont aller sur les moins 18. Donc, c'est un début du cycle avec équipe nationale moins 18 ans. Évidemment, Sherry Piper, là, qui est la recruteuse chef de l'équipe nationale, a passé toute la semaine là avec certains recruteurs. On a Scott Lampton au Québec là, qui recrute pour Hockey Canada. Donc, tous les recruteurs du pays étaient là pour toute la semaine, voir tous les matchs. Mais c'est sûr que c'est une première étape. Mais est-ce que ça leur donne légitimité ou ça va les aider à se faire une place, certaines des Québécois sur l'équipe des moins 18? Il y a des joueurs qui se sont démarqués. Là, on a gagné les Jeux du Canada en 2015. On a battu la grosse équipe de l'Ontario avec une performance sublime de notre gardienne il y a 10 ans. Mais pourquoi d'abord, c'est quoi le problème? C'est une question de vision, une question... Est-ce qu'il y a un préjugé défavorable envers les joueuses du Québec? Mais non, c'est parce que le bassin il est vraiment moins grand. C'est sûr qu'on n'a pas le même bassin. On voit les meilleurs du Québec. Je veux dire, même à ça, s'ils ont gagné, ça veut dire qu'il y en a des bonnes. Pourquoi ils ne sont pas prises dans l'équipe nationale? C'est sûr que Sherry pourrait assurément répondre mieux que moi. Là, tu es dans une position délicate. Non, mais c'est parce que j'ai un billet incroyable pour nos Québécoises, là, puis j'ai un billet incroyable pour le hockey canadien versus, nous, une chose qui nous désole, évidemment, c'est que beaucoup de joueuses s'en vont à NCAA, alors que les statistiques prouvent qu'il y a absolument
aucune 0%, pas juste pas beaucoup, 0% de corrélation entre le fait de t'en aller NCAA et finalement te retrouver sur l'équipe nationale. Tu dois passer par le processus qui est actuel. Donc, toutes les joueuses, les 8 équipes, 20 joueuses qui étaient présentes au championnat canadien la semaine dernière, c'est les meilleurs là, qui tombent sur les listes. Il y en a qui les étaient, évidemment, les 17 ans, la plupart l'étaient déjà. D'ailleurs, on avait 2 représentantes d'équipe Québec qui ont gagné le dernier championnat du monde moins de 18 ans l'an passé en Finlande en janvier. On s'attend à ce qu'évidemment, elle retourne, dont notre capitaine Rosalie Tremblay, qui a été joueuse par excellence. Donc, MVP en bon langage de hockey. Et Anaïs Leprohon, donc, qui vont être ici, c'est au Canada, c'est à Cap-Breton cette année, en janvier, le championnat des moins de 18 ans mondial. Donc, peut-être qu'on va en avoir 1 ou 2 de plus, on l'espère, mais c'est vraiment ça la première étape. Puis ensuite, ben, là, il y a des choix aussi qui sont faits, mais il faut se rappeler qu'il y a 23 places dans le Canada. C'est 23 joueuses. On a atteint 115 000 joueurs cette année au niveau canadien. Au niveau québécois, cette année, on est à 9 000. C'est ce qu'on a déjà vu? Oui, c'est des sommets absolus là, partout. On parle BC, Alberta, les 2 tournent autour de 10 à 12, 13 000. Bon, évidemment, l'Ontario, là, 40 000 et plus. Nous, au Québec, cette année, on vient de passer le 9 000. C'est la première fois de notre histoire qu'on a plus de 9 000. Puis quand on met toutes les provinces de l'Atlantique ensemble, on parle d'environ un 12 000 également. Donc, c'est sûr que oui, il y a une petite représentation. Est-ce qu'il y a un billet? J'imagine que même si les gens nous regardent, là, même du côté masculin, on va dire absolument, on dit toujours les Québécois, ça a des skills, mais c'est soft et tout ça. C'est une tendance là, je pense qu'au féminin, ça peut s'atténuer. C'est sûr qu'on... Notre travail à nous, c'est d'avoir les joueuses les plus complètes. On met l'accent sur le physique, mais en même temps, on ne veut pas perdre. Quand tu regardes l'équipe Québec jouer, là, puis j'ai eu l'occasion de faire plusieurs rôles. Ça fait 24 ans que je suis impliquée d'une manière ou d'une autre avec l'équipe Québec, donc de joueuse à ADG. Donc, c'est le... On a une touche au Québec, des habiletés. Honnêtement, jouer contre le BC ou contre l'Ontario, c'est plate. Là. Oui, ils sont rapides, oui, ils ont des... mais tu sais, c'est ça. Là, ils dompent le puck, ils sont grosses, ils vont devant... On a une petite touche là, de créativité, souvent, nos joueuses au Québec. On l'a même au niveau des garçons. C'est quelque chose qui n'est pas toujours vu positivement. C'est sûr que c'est ça, il y a un côté... Puis là, on est comme méga politique Hockey Canada. J'aime ça. Mais ça, au début, elle ne voulait pas. Là, Steph, elle ne veut pas se mouiller au début. Puis on ouvre la porte. Donne-moi 1 minute. Là, non, mais tu sais, l'affaire, c'est que... c'est ça. Mais c'est un long cheminement. Des bonnes joueuses, il y en a vraiment beaucoup. Nous, ce qu'on essaye de dire... exemple, une Gabrielle Santerre, U-Sport, qui a gagné MVP sa première année. Est-ce que c'est la joueuse la plus rapide? Non. Sauf que on peut-tu lui donner la chance de faire ce qu'elle fait? Parce qu'elle a une vision du jeu, elle a une capacité de temporiser l'action, elle a une vision incroyable. C'est sûr qu'on a eu beaucoup pendant longtemps et on a encore beaucoup, je pense, sur l'équipe nationale, beaucoup de joueuses qui se ressemblent. Ça patine vite, sont en forme, assurément, sont beaucoup plus vieilles aussi. On a quand même presque 27 ans on avait de comme d'âge, un modèle, puis il y a des joueuses qui sont rentrées dans le système très tôt et qui continuent d'avoir leur chance. Et tu sais, on parlait tantôt à l'époque, il en échappait. Là, je dis pas qu'on en échappe aujourd'hui, mais c'est des choix. On dirait qu'on n'en échappe plus vraiment, mais c'est des choix qu'on fait. C'est comme tu parles de Gabrielle Santerre, que c'était un peu au cours des 2 dernières années. C'est comme, voyons, que cette fille-là n'a jamais été invitée. À une autre époque, elle a été invitée dans les cadres de développement, mais pas sur les programmes nationaux. Non, exact. À une certaine époque, il y avait une Gabrielle David qui était 5e marqueuse de la NCAA, qui était une buteuse incroyable, mais elle ne cadrait pas dans le profil recherché. Et là, tu sais, je sais pas si... Je peux te parler du Canada, Roselyne? Vu que tu es l'animatrice, je vais te demander la permission. Oui, c'est bien correct. Fais ce que tu veux. Non, mais c'est ce que ça fait quand même que, mettons, les Jeux de Milan cet hiver, on ne sait pas ce qui va arriver, mais Anne-Renée, Mère Philippe, est-ce qu'elles vont vouloir... on sait qu'elles veulent avoir une famille. Est-ce qu'il y aura une pause? Est-ce qu'elles vont... Peut-être qu'elles vont prendre une pause avant les prochains Jeux. Peut-être que ça ne sera pas leur dernier. Peut-être que ça va être leur dernier. Mais si ces deux filles s'enlèvent, peut-être juste Eve Gascon. Une seule Québécoise dans l'équipe canadienne. Bien, c'est sûr que quand on regarde le profil des joueuses qui rentrent, effectivement, les meilleures joueuses québécoises présentement sont des joueuses qui jouent principalement dans la LPHF, dont la plupart sont à Montréal. Donc, on parle d'Alexandra Labelle, Catherine Dubois. Puis c'est des joueuses qui ont été dominantes sur Équipe Québec. Ça a été des anciennes assistantes ou capitaines au milieu des années 2000. Donc, c'est sûr que la filière des joueuses, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueuses aussi qui étaient extrêmement talentueuses, qui ont décidé, parce que la Ligue vient d'arriver, mais ont décidé il y a plusieurs années, après un parcours universitaire, d'arrêter. Parce qu'en même temps, si tu n'es pas déjà dans le système, merci, de l'équipe nationale,
national, justement, quand tu quittes ta province d'origine, y rentrer, c'est presque impossible. Ouais, ça reste qu'une Gabrielle David, une Gabrielle Santerre, c'est quand même des joueuses. Qui s'appelle Gabrielle. Oui, oui, ils ont ça en commun. Je pense pas que c'est un prérequis, par exemple, pour l'équipe nationale. Peut-être c'est comme pas Gabrielle. C'est des joueuses quand même qui ont été invités au moins de 18 ou qui ont fait les moins de 18 puis qui ont monté. On a une Mélodie Daou il y a plusieurs années, qui a des seuls qui est resté ici, au Canada. Il y a eu Catherine Ward il y a plusieurs années. Catherine Ward, les gens ne s'en rappellent pas beaucoup, mais ceux qui s'en rappellent, là, les gens, je vais dire, plus de ma génération, c'est probablement la défenseuse la plus skillée, je m'excuse, là, des fois, il y a des anglicismes de hockey qui ressortent, mais la plus skillée qu'on a vue, c'est une patineuse incroyable. Elle a beaucoup d'habileté. Beaucoup d'habileté, ça a comme moins de punch. Hein? Oui, je comprends. Mais, mais qui n'a pas joué, qui aurait probablement pu continuer pendant des années, décider maintenant de travailler pour une compagnie, etc. Il va en avoir de plus en plus des joueuses comme ça parce que je connais tellement de filles qui ont décidé juste d'arrêter le hockey à l'université parce que c'était comme, c'était bien le fun, mais je veux dire, moi, je veux une job. Puis, il n'y a pas d'avenir. Je suis pas... L'équipe canadienne ne me surveille pas. Moi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oui, puis Catherine Daou, avec son travail comme ingénieure en génie, exactement, a voulu jouer dans la LPHF, puis là, finalement, peut-être pas le rôle qu'elle veut, puis elle se dit, moi, j'ai ma carrière. Mélodie Daou, c'est comme un peu le meilleur exemple, qui a une condition avec sa famille, son fils et tout, mais qui a eu un deuxième enfant, on la félicite. Mais tu sais, je veux dire, c'était quand même la MVP au championnat du monde 2021. Puis finalement, avec sa vie personnelle, le statut de joueuse de réserve et le faible salaire, elle devait arrêter de jouer. Mais probablement, si elle avait continué, elle pourrait encore être l'une des meilleures joueuses de cette ligue-là, probablement. Mais tu sais, je pense qu'on arrive dans un point tournant avec l'équipe canadienne. On verra ce qui va arriver pour les Jeux olympiques de Milan. Est-ce que je suis un peu inquiète après avoir vu les deux matchs de la série de les rivalités, perdu 4-1 et 6-1 contre les États-Unis? C'est sûr qu'il y avait plusieurs joueuses qui n'ont pas joué. Sarah Nurse ne jouait pas. On veut se protéger. L'horaire est particulièrement chargé cette année. Ella Shelton ne jouait pas. Puis il y a ça aussi. Quand je dis que je suis inquiète, c'est que je trouve que cette équipe canadienne tient un peu à un fil. Dans le sens que on a beaucoup de vieilles joueuses. Ouais. Marie-Philippe. On a misé sur une équipe très vieille, très vieillissante, alors que l'équipe américaine s'est renouvelée au début du cycle olympique et il y a beaucoup de jeunes joueuses. Et s'il s'agit qu'un de tes gros noms se blesse ou n'est pas en mesure de jouer ou ne joue pas à hauteur des attentes, c'est quoi ton backup et où ta profondeur? Puis quand on parle de l'horaire, là, parenthèse, ceux qui ne savent pas, là, je veux dire, c'est complètement fou. Tout l'été, les joueuses, dont Marie-Philippe surtout, là, ont été sollicitées comme ça se peut pas. L'équipe canadienne a eu un camp à Calgary, un camp à Toronto, un camp à Montréal. Entre ça, je veux dire, on a eu les matchs à la série de la rivalité. Les joueurs étaient au Temple de la renommée à Toronto en fin de semaine. Après, ils reviennent. Ils étaient au Blue Jays aussi. Ils étaient deux fois. Série mondiale. Ils étaient au Blue Jays. Il y en a des Torontoises qui étaient au spectacle de Sabrina Carpenter aussi cette semaine. Oh. Hein, tu vois. 7 jours, c'est le 7 jours hockey. Ah, oui, je suis là pour les potins, je suis là pour vous. Alors, c'est le camp d'entraînement qui revient, mais il y aura encore d'autres matchs de la série rivalité au début du mois de décembre. Je veux dire, c'est complètement fou. Et une Marie-Philippe, tu sais, Roselyne, on fait combien d'entrevues avec Marie-Philippe au cours des derniers mois en prévision des Jeux olympiques? Son horaire est surchargé. Ah ouais, c'est fou. Donc, il va falloir qu'on gère très bien ça. Et j'espère que l'équipe canadienne, les dirigeants vont peut-être retourner à la table à dessin après ces 2 matchs de la série rivalité. Parce que, tu sais, tantôt, on disait qui peut jouer avec Marie-Philippe Poulin. Là, présentement, ils font jouer avec Daryl Watts. Qu'est-ce que tu avais dit sur l'équipe canadienne la semaine passée quand on jasait hors d'onde ou dans notre épisode pilote? Tu avais dit que c'était l'équipe torontoise ou le contraire. Oui, l'équipe de Toronto, c'est l'équipe canadienne. C'est un peu l'équipe canadienne 2. Même coach, même directrice générale. Même entraîneur des gardiennes. Plusieurs joueuses, évidemment. Mais oui, c'est un peu comme ça aussi que les 2 premières années, particulièrement la première année là, que ça a été amené quand Gina Kingsbury, Troy Ryan sont partis là, assurément. Il y a même Rachel maintenant qui est là comme assistante là, qui est aussi dans l'environnement, qui a coaché des matchs. Mais c'est sûr qu'en même temps, c'est ça, il y a des filles qui vieillissent. Moi, j'ai hâte de voir une nurse dans l'Ouest.
Je ne sais pas. Mais elle n'a pas eu une super saison l'année dernière. Non, ça a été plusieurs une saison, blessures. ouais, Même si on disait tantôt Vancouver, Mashmeyer, elle a été blessée. Mash a été beaucoup blessée. Donc là, elle a joué, puis ça finit 6-1. C'est le match qu'elle était devant les buts avec le Canada. Ça a fini 6-1. On a tellement de choses à voir avec ce qui s'en vient. La saison, bon, il y a le camp d'entraînement qui commence. On va choisir officiellement les équipes. On va établir qui va faire quoi, sur quel trio. Les premières lignes. Les premières lignes. Mais on va peut-être voir des changements de ligne, la gang. On a On va aller voir ça cette semaine. Il va en avoir. Il va en avoir. Puis ce qu'on sait, c'est que nous, on va avoir un épisode la semaine prochaine aussi. Oui, absolument. On refait ça la semaine prochaine. On a tellement de choses à raconter sur l'équipe, sur comment ça va se dérouler. On a eu quelques accès, comme Christine le disait cet été, avec les athlètes en vue des Jeux de Milan. Fait que je pense qu'on se garde ça aussi pour la semaine prochaine. Et ce qui veut dire que on a fait notre premier épisode, les filles. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on plaintes, mais pas trop. Non, des plaintes, on les refait après le premier épisode. Steph, elle a l'habitude de gérer ça. Oui, parfait. On les envoie à Steph, les plaintes. Ou qu'on peut écrire pour les commentaires. Les questions, s'il y en a qui ont des questions, ça va nous faire tellement plaisir de répondre. Sur tous nos réseaux sociaux. C'est Radio-Canada. Radio-Canada Sport, exactement. Instagram, Facebook, c'est Ophélia qui est derrière ça. Il faut dire bonjour, Ophélia. C'est à moi que vous écrivez directement. Non, c'est pas vrai. On est une équipe, là, mais sur YouTube, sur Facebook, TikTok, Instagram, on est partout. Puis on est diffusé où? On est diffusé sur audio. Tout.tv, YouTube. Écoute, c'est ça. On est accessible, je pense. On est accessible. Oui. Fait que, merci, les filles. Ça commence bien, je pense.